Je vais repartir rapidement sur la partie analyse technique et je reprendrai d'autres questions par la suite. Hop, on va passer rapidement dessus parce qu'il n'y a pas eu de gros changements depuis la semaine dernière. Je vais juste prendre un petit coup d'eau. Allez, on est reparti. Donc là, je vous ai remis la dominance du Bitcoin en pourcentage en weekly. Et ce que je vous disais là sur les dernières semaines, derniers mois, ça commence à se révéler être vrai pour le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser à être bearish en fait sur la partie dominance Bitcoin. Pour l'instant, on est toujours haussier. Je vous ai fait les retracements de Fibo. Là, on a bien transformé cette zone à la base qui était une zone de résistance en zone de support. Et pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne toucher la borne supérieure à 66,5% sur la dominance du Bitcoin. Et tant que la dominance du Bitcoin reste élevée, a priori, c'est pas forcément un point très positif pour la partie altcoin. Si on regarde la partie plutôt prix du Bitcoin en dollars en weekly, donc là j'ai fait un retracement de Fibo par rapport à l'augmentation du cours qu'on a eu là ces derniers temps pour avoir certains niveaux clés. Et moi, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs niveaux à surveiller. La partie des 0,618, donc à 88 848, celle à 92 686, qui pour moi le scénario le plus pertinent, en tout cas à court terme. Si on a des bonnes news là sur avril et mai, aller chercher cette zone-là, pour moi, c'est très largement probable. Par contre, il va falloir voir après par la suite si on décide de continuer, si on décide de redépasser le précédent ATH, ou si finalement ça se transforme en zone de résistance, qu'on n'arrive pas à les breaker, et qu'au final, ce qu'on vivrait là, ça serait plutôt un dead cat bounce. Je pense que pour l'instant, dans tous les cas, et c'était le scénario que je vous avais présenté jusqu'à maintenant, c'est trop compliqué pour crier immédiatement, en tout cas, au bear market tout de suite, en tout cas, même si évidemment il y a des scénarios et il y a des éléments probants des deux côtés, y compris pour ceux qui sont plutôt pro-bear aujourd'hui, plutôt d'un point de vue macro. Mais tant qu'on garde la structure et qu'on est au-dessus en fait de cette zone-là que j'ai tracée, au-dessus du plus haut du cycle précédent, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Si par contre on commence à descendre, et qu'on commence à clôturer vraiment en dessous du plus haut du cycle précédent, ça sera quand même un signe très fort sur peut-être une fin de cycle. Voilà. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on se rend compte du top à partir du moment, quelques mois après, une fois qu'on l'a vraiment atteint. C'est-à-dire, on s'en rend compte vraiment a posteriori, mais une fois que tu es en train de le vivre, c'est très compliqué. En 2021, si je reviens un petit peu, si on revient ici, le double top qu'on avait vu, c'était extrêmement dur de se dire là, on va avoir un double top parce qu'on n'avait jamais eu en fait un scénario de double top. Et en plus, là, ça a été tricky, c'est-à-dire qu'on a eu une mèche qui a dépassé le précédent plus haut. Et ensuite, on est parti aux oubliettes. Mais là, à ce moment-là, c'était très compliqué de pouvoir le déterminer. Et c'est qu'après coup, évidemment, avec le recul, on se dit ah bah oui, c'était le top. Mais sur le coup, c'était extrêmement dur. Et là, pareil, de se dire qu'a priori, là, c'était le bottom. Là, je peux vous assurer que dans des périodes comme ça, on continuait de faire des lives avec Mickaël. On vous disait que d'un point de vue on-chain, il y avait des niveaux de prix super intéressants pour rentrer et tout, avec aussi la probabilité que ça continue de baisser. Et là, les gens disaient non, c'est pas intéressant, on va pas rentrer là et tout, ça va continuer de baisser, ça va continuer de baisser. Et c'est après, une fois que le truc il est à 34 000, que tu te dis ah ouais, en fait, c'était le bottom. Mais en fait, tu as déjà perdu un fois deux. D'accord. Et plus ça augmente, plus les pertes de rendement sont importantes. Et c'est ça un peu le truc, c'est que des moments, quand tu attends des confirmations d'un point de vue technique, le temps que tu arrives à un scénario plutôt qu'un autre, il y a quand même soit des rendements qui ont énormément baissé, soit une prise de risque que tu dois payer d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et c'est ça qui est un peu difficile aussi. Mais en tout cas, moi, je reviens pas forcément dessus. Je vais passer assez vite là-dessus parce que sur la partie analyse technique, je répète souvent la même chose. Mais voilà, moi, je veux voir en fait la dynamique dans les prochaines semaines, prochains mois, et surtout voir sur le deuxième trimestre ce qui va se passer, parce que clairement le premier trimestre était pourri sur le marché. Et j'espère que ce deuxième trimestre sera plus convaincant. Si par contre on arrive à la fin du second trimestre et qu'on se rend compte que le Bitcoin il est plus bas qu'aujourd'hui, il est en dessous du précédent plus haut du cycle précédent, et que ça a clôturé en weekly voire en monthly, et que l'Ether il est encore plus bas qu'aujourd'hui et tout, ouais là il va falloir vraiment sincèrement se poser des questions, je pense. Et pour l'instant, on est dans un flou. Voilà. Moi aujourd'hui en tout cas, je reste toujours assez optimiste pour la suite. Sur la partie Ether, si je dézoome un petit peu, hop, tac, je vais dézoomer un petit peu.
Voilà. Je vous avais tracé le triangle de compression, là, qui même, si on zoome un tout petit peu, est venu le casser un petit peu à la baisse. Alors après, je peux toujours m'amuser, hein, comme beaucoup de gens sur les réseaux, à dire: «Ah bah non, regardez, ça a pas cassé, je recrée, mon graphique». Enfin bref, on peut un peu lui faire dire ce qu'on veut à l'analyse technique. C'est pour ça que je suis pas trop, analyse technique, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi sur la partie analyse technique. Mais bon, là, on voit que globalement, je suis en donc c'est l'Ether par rapport au dollar en weekly. On voit qu'on est dans un gros canal de compression en dollars, qu'on est toujours sur une certaine tendance haussière depuis le début, même si les performances en dollars, et y compris aussi en Bitcoin, sont catastrophiques pour l'Ether pour l'instant sur ce cycle, mais que c'est surtout lié aux politiques monétaires, hein, ce que je vous explique depuis un certain temps. Là, la flèche en rouge que je vous ai mise, c'est le moment où on a eu un arrêt du quantitative tightening en 2019. Malgré ça, au moment où il y a eu l'arrêt du quantitative tightening en 2019, c'est là où on a atteint le bottom sur la paire Ether-Bitcoin et sur les alts par rapport au Bitcoin. Malgré ça, on a encore eu une baisse. On a encore une baisse en dollars sur l'Ether. On a eu un haut, on a retesté le plus bas. On est même allé chercher un autre plus bas. Regardez, hein. C'est la période de mars 2020. Alors là, c'était plutôt dans le cadre d'un Black Swan. Et ensuite, impression monétaire, et on est parti en bull run. Dans des périodes comme ça, je peux vous assurer que c'était hyper dur, hein. Enfin, les incertitudes qu'on avait, c'était hyper compliqué. La différence qu'on a aujourd'hui et pourquoi ce cycle semble assez différent, c'est que justement, l'arrêt et l'ajout des liquidités ou la simplicité d'accéder à des liquidités était faite beaucoup plus tôt dans le cycle. Là, c'est fait plus tard. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la fin du quantitative tightening. Regardez, hein, on est toujours dans une baisse par rapport à ce qu'on a connu et tous les abus qu'on a eu après le Covid. Donc là, on commence à avoir des, des perspectives pour diminuer ce facteur-là, en tout cas pour peut-être marquer un bottom avec la fin du quantitative tightening. Mais même aujourd'hui, on n'a pas de date de fin. On a des estimations. Là, on commence à avoir peut-être une estimation sur juin, par exemple. Et donc, si on dit que le quantitative tightening, s'il n'y a pas quelque chose qui se break avant et si la Fed décide, bah, on arrête le quantitative tightening en juin, ça veut dire que peut-être que la paire alt Bitcoin et Ether Bitcoin continuerait de saigner jusqu'en juin. Donc peut-être que la dominance de Bitcoin augmenterait jusqu'en juin. Pour moi, tout est lié en fait, hein. C'est pour ça que je suis énormément ce truc-là et qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles si on n'a pas un changement là-dessus. Bah, ça me paraît quand même très compliqué. Et par contre, si on décide d'avoir un changement là, si on décide vraiment de se dire, OK, à partir de ce moment-là, là, je sais pas, en juin, il y a une fin du quantitative tightening, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une impression monétaire, d'accord? Pour moi, c'est pas forcément en lien l'un avec l'autre. Ce sera positif pour la partie alt. Mais est-ce que ça veut dire que si ça s'arrête en juin et qu'on a atteint le bottom sur les alts, est-ce que ça veut dire que du coup, si on considère qu'on est encore sur les cycles de 4 ans, bah, qu'il reste 6 mois finalement pour l'évolution du marché? Ou est-ce que le marché va couper l'herbe sous le pied de beaucoup de personnes en faisant en sorte que bah, ça continue encore plus longtemps? Et que là où tout le monde pensait que finalement 2025 serait l'année du bull run, et peut-être que l'année du bull run, ça serait sur 2026. Et pas du tout 2025. Peut-être que 2025 sera une année de consolidation. Ou pas. Enfin, vous voyez, en fait, j'essaye d'ouvrir un peu les différents scénarios hein, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée là-dessus. Sur la partie dominance, bon, bah là, c'est vraiment, mais c'est pourri de chez pourri, hein. Franchement, la partie dominance sur l'Ether, je vais enlever ça, mais la partie dominance sur l'Ether, j'avais mis une zone de support ici, mais vous voyez que ça tient même pas. Enfin, franchement, en pourcentage, l'Ether a perdu énormément de parts de marché. Mais justement, est-ce que euh, vous pensez toujours et vous croyez toujours aux fondamentaux de l'Ether, ou est-ce que vous pensez qu'en fait, c'est une époque qui est révolue et que maintenant, c'est plutôt la partie Solana et tout, ce qui peut être possible aussi, hein. Voilà, hein. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, la partie dominance pour l'Ether, elle fait clairement pas rigoler. Mais les niveaux qu'on avait ici, d'accord, septembre 2019 et janvier 2020 pour l'Ether, c'était des niveaux de prix super intéressants pour en accumuler. Là où, historiquement parlant, la dominance du Bitcoin la dominance de l'Ether, pardon, était la plus faible. Voilà, on verra. À suivre. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve une zone de support là-dessus dans tous les cas, parce que pour l'instant, bah, en fait, ça reste que d'essayer peut-être de rattraper les couteaux qui tombent, hein. D'accord, hein. Pour l'instant, bah, ça fait que baisser. Et tant qu'on ne trouve pas de zone de support, donc tant qu'on n'a pas un vrai bottom sur la partie Ether par rapport à Bitcoin et que le Bitcoin continue de garder en dominance, bah, il continuera de perdre des parts de marché par rapport au Bitcoin. Et quand ça se change, quand ça se shift et quand ça se retourne, ça remonte très très vite, très rapidement. En un an et demi, ça peut monter très très vite, très rapidement. Et moi, je pense que sur ce cycle, ça pourrait être possible. Là, vous voyez, je vous avais tracé cette zone-là. On voit qu'on va peut-être pas forcément la tenir. Là, en tout cas, on est passé en dessous. Donc là, les prochaines zones, c'est celle-ci, et les 0,021.
Et puis celle-là, les 0,017 qu'il faut absolument tenir. Là, si on commence à aller en dessous de ces zones, on commence à aller sur des niveaux critiques quand même sur les terres, hein. Ça aussi, c'est la réalité, hein. Si on commence à aller en dessous de ces zones-là, et peut-être qu'on aura besoin d'y aller. Peut-être que pour qu'il y ait un vrai changement, il faut que le prix aille là où les gens ne souhaitent pas qu'il aille. C'est un peu ça le truc, hein, c'est que les gens n'ont pas envie qu'il aille là, mais justement, peut-être qu'on a besoin d'aller là pour repartir sur un réversal. Et, et, euh, et là, si on descend sur ces niveaux-là, c'est peut-être à partir de ce moment-là où il y aura la fin du quantitative tightening. Pourquoi pas un truc qui se casse dans l'économie et puis de nouveau la planche à billets qui arrive. Enfin, voilà, on peut imaginer différents scénarios, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom hein, sur la partie Ether Bitcoin, hein. Ceux qui disent c'est le bottom, c'est absolument là qu'il faut acheter et tout, c'est compliqué. Si on a une vision très long terme sur l'Ether, pour moi, il n'y a pas de problème. Et même sur ce cycle, je pense qu'au final, c'est pas trop grave. Mais de se dire c'est absolument sûr qu'on atteint le bottom là, pour l'instant, il n'y a aucun signe de bottom. Voilà. Et tant qu'on n'a pas atteint la fin du quantitative tightening, regardez, hein, là, la paire Ether-Bitcoin, le moment où on a atteint le bottom sur la paire Ether-Bitcoin, c'est quand on a eu la fin du quantitative tightening. Après, on est venu retester et après, on est reparti en bull run. Donc, si on marque la fin avec le quantitative tightening, sans doute qu'on aura atteint sur la paire Ether-Bitcoin et sur les alts par rapport à Bitcoin. Et là, pourquoi pas repartir sur une tendance haussière, alt season et tout ce qui s'ensuit. Mais tant que ce n'est pas le cas, et tant qu'il y a autant d'incertitudes aussi d'un point de vue macro, et ça peut changer aussi rapidement, hein, d'une manière ou dans l'autre, c'est compliqué pour se faire une idée là-dessus. Si je dézoome aussi un petit peu, et si je me mets plutôt sur ça, hop, voilà, je vous remonte ce graphique-là, hop, sur la partie autre par rapport à Bitcoin, la partie autre par rapport à Bitcoin, on est toujours en train de maintenir cette zone. Alors, il faut attendre la clôture en weekly aussi, hein, parce que des fois, on peut aller toucher un petit peu plus bas avec des mèches comme celle qu'on a eu ici, en fait, hein. Vous voyez, on a eu des mèches, puis après, on est revenu. En tout cas, historiquement parlant, on est toujours sur des niveaux super pertinents, en tout cas d'un point de vue technique depuis 2016, sur la paire alt par rapport à Bitcoin. Tous ceux qui ont acheté historiquement parlant sur ces niveaux-là, en général, ça a été l'un des meilleurs niveaux pour surperformer le Bitcoin. Est-ce que ce sera le cas sur ce cycle? J'en sais rien. Je ne suis pas Nostradamus, comme d'hab. On verra. Est-ce que je pense que le bottom a été atteint? Difficile à dire aujourd'hui, mais je pense que je ne serais pas surpris s'il y ait encore une correction, une baisse là par la suite. Et je pense même que c'est nécessaire, parce qu'il y a encore trop de gens qui peuvent être dans le flou. Je pense que quand il y a beaucoup de gens qui créent au bottom aussi, c'est qu'on ne l'a pas forcément atteint. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue technique, on se situe là aujourd'hui. Et quand on regarde aussi le market cap, en excluant par exemple le Bitcoin, regardez, hein, on est toujours sur des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, on est toujours sur la catégorie tendance haussière. Il faut maintenir ce support-là. C'est pour ça que je vous ai tracé différentes zones, hein. Il faut qu'on tienne ces supports. C'est la même chose sur la partie Bitcoin, Ether. On a toujours une structure haussière. Sur la partie market cap, en excluant le top 10. Alors, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était le market cap en excluant le Bitcoin et l'Ether. D'accord? Donc, on regarde vraiment la partie alt par rapport au dollar et on voit qu'on est toujours sur la même structure. Sur la partie Other, c'est pareil. En fait, c'est là qu'on se rend compte que ceux qui ont le dérouillé, c'est en excluant le top 10, en fait, c'est les plus petits alts, globalement. Et là, pour l'instant, on reste toujours, d'un point de vue technique, sur des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Mais il faut maintenir ça. Il faut maintenir cette zone. On commence à arriver, c'est là que je vous dis, en fait, que ce qui va se passer sur ce deuxième trimestre, pour moi, ça sera vraiment décisif. Voilà. Si on voit que sur le deuxième trimestre, c'est encore plus pourri que le premier, et que ça ne s'arrange pas d'un point de vue macro et tout, et qu'on perd la structure long terme en fait technique de tout ce qu'on voit, et qu'on même sur la partie dominance de l'Ether, on casse la structure de fond. Sur la partie Ether Bitcoin, on casse les supports long terme, très long terme, hein, de l'Ether Bitcoin. Là, évidemment, ça remettra en perspective énormément de choses. Il faut pas en avoir peur, hein. Il faut remettre en perspective, il faut être capable de remettre en perspective ces trucs-là. Aujourd'hui, tout n'est pas perdu, et je reste encore optimiste, mais voilà, c'est pas gagné non plus, hein. Je pense que vous le voyez à l'heure actuelle. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans la section commentaires, les gars. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure pour la partie Trump, taxes et tout, c'est surtout pour tout ce qui est lié aux incertitudes d'un point de vue macro. Voilà, c'est le titre de cet article. Donald Trump pourrait provoquer une onde de choc sur le marché crypto le 2 avril, parce qu'aujourd'hui, il est censé donner des informations sur les tarifs, d'accord, et tout ce qu'il a fait ces derniers temps.
d'un point de vue international, et qu'évidemment, bah, les tarifs douaniers, la pression, forcément, ça a une pression immédiate sur les marchés, et que derrière, on se rend compte aussi ce que font les baleines. C'est-à-dire qu'il y a une peur d'un point de vue macro, mais les baleines, aujourd'hui, pour une grosse partie d'entre elles, continuent encore d'accumuler. Sur la partie ETF, on continue encore d'avoir une accumulation sur les ETF. Il y a eu une rupture des flux sur les ETF Bitcoin où on était que en augmentation. Hein, c'était ce que je vous avais montré. Hein. On était que en augmentation depuis un certain temps. Puis là, on a eu une correction, mais on repart un petit peu à la hausse. Et regardez vraiment ce que font les gros. Hein. Voilà. World Liberty Financial continue encore d'accumuler pas mal d'Ether. Il n'y a jamais eu autant de baleines et aussi peu de coins sur les plateformes d'échange centralisées, que ce soit les bitcoins ou les Ethers. Et ça, en général, tu ne l'as pas en bear market. Hein. En bear market, quand tu pars en bear market, tu as les gros qui vendent et tu as des vrais inflows énormes sur la partie centralisée. Là, aujourd'hui, il y a plus d'outflows, il y a plus de sorties de plateformes d'échange centralisées. Et quand tu as des outflows, c'est plus des périodes d'accumulation que des périodes, de vente, en fait. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui en accumulent. On voit que, tu vois, par exemple, entre le 1er janvier et le 27 mars, les baleines, il y en a, leur nombre a augmenté. Il est passé de 1956 baleines. Alors, je crois, ce qu'ils appellent des baleines, c'est des portefeuilles qui ont plus de 1000 ou 10 000 bitcoins. Je ne sais plus ce qu'ils considèrent comme étant des baleines. On est passé à 1990 selon Glassnode. Une dynamique qui, si elle reste inférieure au pic du dernier cycle, donc février 2024 pour le plus haut du bitcoin, il y avait 2370 adresses, témoigne quand même d'une grande forme de confiance structurelle dans les fondamentaux du Bitcoin, parce qu'il y a quand même des gens qui continuent encore d'accumuler. Donc, on verra. Il y a des questionnements à avoir, mais regardez toujours ce que font les plus gros. Et en général, quand les plus gros en masse commencent à vendre et que les retails à ce moment-là achètent, en général, ça pue. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Là, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des retails qui vendent plutôt à perte et des baleines qui accumulent. Voilà, des gros qui accumulent et des retails qui vendent à perte. Ça, en général, c'est pas synonyme d'un top. Enfin, en tout cas, par le passé, c'est pas comme ça que ça se termine. D'accord. Ça, pareil, cet article, il est intéressant. Je vais passer assez vite dessus, mais pourquoi ils expliquent que les baleines préparent-elles un rebond surprise sur le Bitcoin? Parce que justement, il y a certains seuils d'un point de vue technique et on-chain sur lesquels aujourd'hui les baleines accumulent énormément. Et il y a certains niveaux dans lesquels on est capable de voir on-chain que les baleines ne laisseraient pas les niveaux descendre en dessous. Et là, il y a certains niveaux, comme par exemple les 65 000, où il y a quand même des murs acheteurs qui sont super importants par les baleines. Donc, c'est pour ça que, évidemment, ça peut fluctuer. Si on descend sur un Bitcoin à 65 000, est-ce que ça veut dire que le bull run est terminé ou non? Bah, on refera un état des lieux à ce moment-là, mais a priori, ça sent pas forcément très très bon. Mais dites-vous qu'il y a certains niveaux de prix où les baleines, en fait, mettent des ordres d'achat limités, ou mettent des murs d'achat aussi. On peut faire ça aussi de manière décentralisée. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. Et il y a des niveaux, en fait, où les baleines ne laisseront pas volontairement les prix descendre en dessous d'un certain seuil. Et là, il y a certains niveaux qui sont vraiment défendus. Aujourd'hui, c'est les niveaux des 75 000 qui sont très fortement défendus. Et il y en a un autre aussi, entre 75 000 et 77 000, et puis les 65 000. Moi, j'aimerais qu'on garde la structure, les 60, entre 72 et 77. J'aimerais qu'on garde ces niveaux. Si on commence à clôturer en dessous de ça, bon, on verra un petit peu ce qui va se passer, mais moi, je trouve que ça sent pas forcément très, très bon. Autre news aussi que je voulais vous présenter, c'est pourquoi les entreprises européennes n'investissent-elles pas dans le Bitcoin? Alors, comme d'habitude, on voit qu'aux États-Unis, par exemple, ils sont en train de voir comment ils peuvent faire pour permettre de garantir le droit à l'autogarde, donc le self-custody pour le Bitcoin, pour la crypto. On voit qu'il y a énormément d'évolutions là-dessus d'un point de vue juridique, réglementaire, et qu'il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui en accumulent aussi du Bitcoin, qui le mettent en réserve stratégique, et que même il y a pas mal d'États qui légifèrent aujourd'hui à ce moment-là pour mettre du Bitcoin en réserve stratégique. Et nous, en Europe, évidemment, on est toujours un peu les dindons de la farce. Pourquoi elles n'investissent pas sur le Bitcoin, et pourquoi aujourd'hui elles n'ont pas forcément envie ni vocation de le faire immédiatement? On a vu ce qui s'est passé avec Internet, on voit ce qu'on est en train de faire avec l'IA, on est en train de passer complètement à côté. Et sur la partie crypto, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe à côté. Tout simplement, et là la grosse raison qui est expliquée en fait dans cet article, c'est la réglementation européenne qui est fragmentée, qui manque de clarté. C'est-à-dire qu'on est l'une des réglementations les plus strictes d'un point de vue crypto, et je pense qu'en soi, on a besoin aussi d'avoir une réglementation qui soit plus stricte pour éviter des fiascos comme FTX, Celsius, Luna et toutes ces merdes qu'on a connues en crypto et qui polluent en fait un écosystème qui est censé quand même être très libérateur pour beaucoup de gens. Par contre, peut-être que d'avoir une réglementation qui est peut-être trop
réglementé est trop, comme ils disent, hein, fragmenté, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair pour beaucoup de participants, bah, ça incite pas à l'entrepreneuriat, ça n'incite pas à l'investissement. Et puis après, il y a aussi le côté fiscalité, hein. Si tu veux encourager le développement de certaines entreprises, bon, bah, est-ce que tu veux le faire en France où tu vas te faire allumer de tous les côtés, ou est-ce que tu veux le faire dans un pays où ça sera peut-être plus raisonnable? Voilà. C'est une vraie question à se poser, mais pour l'instant, ce qui bloque beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs, et je pense que vous faites partie aussi de ces personnes-là, c'est la réglementation. Et puis je pense qu'aussi il y a la partie fiscalité. Et puis on n'a jamais été, enfin, dans tout ce qui est lié aux investissements, les nouvelles technologies et tout, en France, en France et même en Europe de manière générale, on n'a jamais été vraiment ultra avant-gardiste, hein. Ça a été souvent fait en Chine, aux États-Unis, enfin voilà, un peu de partout ailleurs. Là où la réglementation est certes plus souple, mais elle permet d'avoir peut-être plus d'innovation aussi, quoi. Et puis ça, bah, du coup, je l'ai vu avec vous tout à l'heure.